Bonjour Pierre-Yves Gérand. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs, toujours aussi nombreux. Nous commençons donc, comme tous les mois, par l'actualité du Cercle Aristote que vous présidez et par un appel particulier. Alors, l'actualité du Cercle Aristote, c'est déjà la revue La Monnaie Bien Public, qui est disponible à date de sortie de cet entretien. Donc avec des contributions qui continuent la critique en termes de souveraineté monétaire qu'a entrepris mon équipe. Nous reviendrons en détail sur ce numéro, à mon avis, lors du prochain entretien. Mais c'est un numéro qui est capital parce que nous avons, entre autres, des experts grecs qui statuent sur la trahison de Tsipras et qui nous ramènent à l'exigence de monnaie souveraine. Et la monnaie souveraine, ça se pense, ça se prépare pour éviter de terminer terminer à poil comme Tsipras et surtout pour éviter la peur. Pour une raison qui est toute simple. La monnaie souveraine, c'est comme ça que l'humanité a vécu pendant des siècles. Et c'est comme ça que la plupart des États, qui ne sont pas de semi-colonies, ou comme l'a très bien dit Varoufakis, qui ne subissent pas d'occupation postmoderne, en parlant de ce que l'Europe est en train de faire à la Grèce, vivent par la monnaie souveraine. La monnaie, c'est le sceau du pouvoir. Un peuple, ça a un drapeau, ça a une terre, ça a une monnaie. Ou ça a rien. Esclave ou homme libre, à un moment, il faut statuer sur ce qu'on veut. Même si des partis qui théoriquement sont des partis dits souverainistes n'ont pas encore statué en leur sein cette question. Ça, c'est l'actualité immédiate. Entre cet entretien et le prochain, nous aurons fait paraître 3 ouvrages. Un ouvrage de William Engel, nous allons y revenir, il y aura une grosse part d'actualité du cercle dans le prochain entretien. De William Engel, Domination sans partage, pour comprendre la géopolitique américaine de la part d'un grand géostratège américain vivant en Europe actuellement. William Engel, celui qui avait écrit Pétrole, une guerre d'un siècle, qui est maintenant un auteur perspective libre. Nous aurons sorti La guerre des Amériques, de Norman Palmer, sur la domination monétaire et physique qu'exerce l'Amérique du Nord sur l'Amérique du Sud. Et Science et désinformation de Mark Lemaine, pour fêter la COP 21, océanographe, scientifique solide, qui prend le climat, pas du tout pour dire, pour ce débat de sourdingue et de débiles mentaux aujourd'hui, qui est vite, il faut que tu regardes le film d'Al Gore, sinon t'es un salaud, et de l'autre, oui mais vous n'y connaissez rien, nous on a lu Clone Allègre, qui se termine par salopard, tu veux tuer les pandas. Pour sortir du... comme je vous l'ai toujours dit, Christopher, dans chaque chose, éliminer les extrémistes. Être radical est une chose, être extrémiste en est une autre. Or, le problème de l'extrémisme en politique, comme dans la plupart des débats, c'est que c'est souvent un problème hormonal. Ça passe avec la fréquentation des filles et la baisse de l'acné. Et puis chez d'autres, ça reste. C'est bien dommage. Or, là, c'est un vrai scientifique qui vous dit juste, si les politiques doivent nous dire, et il le démontre, si les politiques doivent nous utiliser, nous scientifiques, dans un discours de façonnage de l'opinion, donc un discours de désinformation, et s'ils doivent nous dire à nous ce que nous devons trouver, alors que la science, on part du questionnement et on arrive par un protocole expérimental à des résultats qui donnent des leçons générales qui servent ensuite à passer, ça c'est la recherche fondamentale, à de la recherche appliquée. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé les mécanismes du vivant, qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer théoriquement la vie des humains ou d'ailleurs des espèces animales ou même le fonctionnement de la nature. Voilà
notre actualité éditoriale. Au niveau conférence, on va avoir une actualité très chargée. Quand cet entretien sera sorti, les grands noms qu'on va recevoir, c'est le 16 novembre, Pierre Manin. Nous allons reparler en rubrique culture. Nous allons certainement recevoir Thomas de la Neuville sur l'Iran. Tous ceux qui veulent, sur la zone Paris-Île-de-France, être tenus au courant de nos conférences, peuvent, soit via mon Facebook privé, soit celui du Cercle Aristote, soit l'adresse cerclearistote@gmail.com, nous demander d'être inscrits sur nos listes pour recevoir toutes les semaines le programme et de suivre les publications du cercle sur cerclearistote.com. Ça, c'est le premier point, ce point sur les conférences. Le dernier, le cercle Aristote va ouvrir, là, dans les prochaines semaines, va ouvrir 2 groupes qui seront un groupe à Strasbourg qui ouvrira à la fin du mois d'octobre et un groupe à Bordeaux au cours du mois de novembre, a priori. Peut être un petit peu retardé, mais les choses avancent bien. Et nous aimerions nous ouvrir ailleurs. Et même si j'ai différé ce temps autant que je l'ai pu, nous, on a énormément de choses à faire. On a des ouvrages à traduire, on a des rapports à faire, on a des études à faire, puisque une large part, je ne dis pas tout, mais une large part des rangs qui veulent la libération nationale, a priori ont un problème avec le fait de travail, je pense. Et je pense que les gens qui veulent bosser, moi j'ai besoin de gens qui savent écrire, de gens qui maîtrisent des sujets, quelle que soit leur sphère. J'ai besoin de traducteurs, et j'ai besoin d'organisateurs et de spécialistes au web. Donc tous ceux qui veulent travailler à un projet, parce qu'à un moment, il y a le combat politique avec ses limites. Il y a le combat métapolitique avec ses limites. Moi, et ça m'est d'ailleurs reproché, et à raison, je joue sur les 2 tableaux. Mais il y a une nouvelle génération à former au combat intellectuel. Un jour, il n'y aura plus Régis Debray, malheureusement. Un jour, il n'y aura plus Jacques Sapir. Un jour, il n'y aura plus... On ne peut pas attendre toujours des mêmes le travail. Ou alors, ça va être un affrontement trisomique contre trisomique, vu qu'il n'y a pas de problème. Les jeunes du système ne travaillent pas. Qui a rencontré Jean-François Copé une fois dans sa vie, a une idée du vide intersidéral, qui a rencontré les Copé Boys, sait que le vide peut s'étendre. Donc, on va avoir une classe politique qui est déjà en dégénérescence avancée, mais ne vous inquiétez pas, le pire est à venir. Donc, il faut relever le niveau. Et pour ça, il faut se grouper parce qu'on ne pense pas bien seul. Et de toute façon, quand bien même on penserait bien, c'est inutile. Totalement inutile. Là encore, pour ceux qui le veulent, ils peuvent, même via le bréviaire des Patriotes, tenter de me contacter. C'était... voilà, je te remercie d'ailleurs de m'avoir ouvert vers ça pour que je puisse lancer cet appel, parce que on a énormément de boulot. Ça rejoint la formule résister, c'est créer. Résister, c'est créer, qui était la formule des anciens du CNR. Commençons donc la partie nationale par la grosse affaire qui a entouré les récentes sorties de Michel Onfray, sur des thèmes, on va dire, plus radicaux qui nous avaient habitués. Et ensuite, par toutes les polémiques qui ont tourné autour, comme les tentatives de rapprochement dont nous avons parlé le mois dernier entre Dupont-Aignan et Chevènement, les attaques de Mélenchon contre Chevènement, contre Onfray, parce qu'une certaine gauche ne supporte pas de voir une autre gauche se rapprocher des réalités. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, premièrement, sur ce front anti-euro en train de se former? Alors, il faut bien comprendre une chose. Moi, ce qui me réjouit, c'est que le personnage Onfray, je l'avais dit, qu'il n'y avait aucune raison de désespérer de ce personnage-là. C'est un homme courageux, il l'a toujours été, on peut lui reprocher des tas de choses, mais pas ça. Et que le système se rende compte maintenant
qu'il a porté au nu, par une stricte en plus, vraiment quelque chose de strictement commercial. C'est-à-dire, il vend des bouquins, on l'invite. Onfray, au début, c'était ça. L'anti-manuel de philosophie, c'est ça. Hein. Puis son côté libertaire, Raoul Van Engem, ça faisait marrer tout le monde. Là, je vous l'avais dit, suffisait de lire les bibliographies. À un moment, vous allez rire beaucoup moins. Ce moment est venu. Ce qui va nous permettre... On va découpler en trois, si vous voulez. Le cas Onfray, le cas... On va pas passer longtemps dessus. Chevènement du Poignant, Mélenchon. Pour terminer sur celui qui est pour moi le plus important, qui est le cas Jacques Sapir. Il faut bien comprendre une chose. Nous en avions parlé déjà, vous et moi. Onfray est un homme qui, parce qu'il est arrivé des choses, d'ailleurs des choses absolument dramatiques, sur lesquelles je préfère pas revenir, dans sa vie personnelle, aujourd'hui c'est un homme qui a brûlé ses vaisseaux. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où il faut arrêter absolument cette tentative de récupération. La vie intellectuelle, c'est pas un filet dérivant. Onfray n'est pas l'avocat du Front National, pas plus que Debré, pas plus que Sapir, etc. L'avocat du Front National, d'ailleurs, certains pour s'en plaindre, c'est Vallerand de Saint-Just. Voilà. Plus quelques autres. Donc, ça ne sert à rien de prendre dans la vie intellectuelle et des gens, c'est leur mettre une cible sur le ventre. Et là, c'est lâche. C'est lâche parce que ce travail-là font ce que les partis politiques, et pas là uniquement le Front National, mais quand on vous dit vous êtes l'avocate de Boula France, c'est moins dangereux d'un point de vue professionnel. Un parti politique, c'est une écurie. Ce n'est pas fait pour penser, et d'ailleurs ça pense mal. Et ça n'a pas à enrégimenter la pensée des autres. Ça vaut pour Debré, ça vaut pour Finkielkraut, ça vaut pour Michéa, ça vaut pour tout le monde. Il y a des intellectuels organiques de parti. Ça c'est vrai, ça existe. C'était le cas de Daniel Ben Saïd à la LCR. Aujourd'hui d'ailleurs, s'il y est encore encarté, c'est le cas de Philippe Corcuff. C'était le cas chez la branche pourrissante du RPR qui a donné les Républicains, vous l'écrirez comme bon vous semblera, qui était Nicolas Tenzer, le penseur breveté par Sciences Po Paris et par Richard Descoings. Vous voyez pas de qui je veux vous parler? Personne ne voit qui c'est dommage. Pareil, c'est un homme très modeste, qui a toutes les raisons de l'être d'ailleurs. Mais vous avez des intellectuels organiques de parti, et puis vous avez des gens qui ont une pensée autonome. Onfray se rattache au socialisme des vaincus. La Commune, une partie du CNR d'ailleurs, les Proudhoniens, etc. Donc, si vous voulez, il est normal que le système l'attaque et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'enrégimenter les gens comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait, à titre personnel, qui me fait horreur. On peut se servir des instruments intellectuels forgés par ces gens-là. Ça, les partis politiques, parce qu'ils sont incapables d'en forger eux-mêmes, peuvent le faire. Peuvent saluer les œuvres, peuvent recommander certaines œuvres, parce qu'il est normal, quand on se sert des écrits de quelqu'un, que d'utiliser l'aura qu'on a chez les militants pour les obliger un peu à se cultiver. Mais ça, il y avait que le Parti communiste qui faisait ça. Parce que c'est le seul, avec les gaullistes, qui ont pris sur eux de faire de l'éducation populaire. Actuellement, il n'y a aucun parti qui fait de l'éducation populaire. Aucun. Enfin, aucun parti de masse. Il y a le MPEP et il y a l'UPR qui font de l'éducation populaire. Tout le reste n'en fait pas et ne veut pas en faire. Bon. Donc ça sert à rien qu'ils mettent des cibles sur le ventre des autres. Ça ne sert à rien. Ensuite, le cas Onfray, parce que ce qui vous fait réagir, c'est qu'il est passé dans la stratification actuelle de la télévision à la grande messe politique qui est devenue Cherruquier. C'est la grande messe politique.
Vous avez dans la télévision de masse semi-privatisée, tel qu'est le marasme audiovisuel occidental, vous avez deux types de gens, deux types d'émissions de politique lourdes, qui sont en dehors des clous. Vous avez la grand-messe et vous avez le lie idéologique. Donc pour nous, ok, Canal+. Aux États-Unis, c'est la grand-messe. La grand-messe, c'est les grands interviews. Il y avait un grand intervieweur américain qui est spécialiste de ça, avec de grosses lunettes et des bretelles, qui fait ça le samedi soir. Late Show. Ouais, je me demande si c'est pas un truc comme ça. Ouais. Mais comme vous avez une vie médiatique beaucoup plus diversifiée, avec les chaînes des États fédérés, plus les différentes chaînes par tendance politique, vous avez plusieurs grands-messes selon qui vous êtes. En France, il n'y a que ces deux-là. Et Onfray a détonné lors de son passage donc aux grands-messes face au brave Yann Moix, l'homme qui nous a fait regretter Émeric Caron. Il y est arrivé, et rapidement. Hein. Il est impressionnant le petit. Hein. Ouais. Ça se voit qu'il a défilé à la patte, hein, à se faire pardonner. Nos internautes navigueront un peu sur le web et ils comprendront très vite de quoi je parle. Et surtout, Onfray a tapé la tête de réseau. Parce qu'Onfray dit quoi? Onfray dit, écoutez, la compassion n'est pas une politique, ce qui est un fait. Avoir bon cœur ne suffit pas. Surtout pas dans des affaires migratoires. Celui qui dit oui n'est pas un héros et celui qui dit non n'est pas forcément un salaud. Et Onfray essayait d'injecter par un article, je crois, dans le Figaro Vox, quand même, qui est un média qui relève le niveau, et même qui relève le niveau du Figaro. De toute façon, ils vont jamais m'inviter, donc je peux me permettre de le dire. Il aurait eu un discours non conformiste. Et que ça, ça aussi, nous en avions déjà parlé. Nous sommes dans une période populiste. Le non-conformisme ne peut que monter. Parce que quand vous pensez réellement, vous pensez, c'est prendre un risque. Il n'y a que les éponges qui adhèrent. D'ailleurs, Yann Moix adhère beaucoup. Mais à la pensée du régime. Il était normal qu'un mec comme Onfray, qui a toujours été en décalage, que ce soit avec sa gauche d'origine, etc., soit en décalage aujourd'hui. Ils ont été stupides de ne pas le voir. Maintenant, par contre, et ça se voit que ce soit Moix, c'est que l'ordre est parti de tout en haut. Et le pire, c'est qu'Onfray, ce que aucun intellectuel qui a été lynché par les réseaux BHL, parce que c'est bien de ça dont on parle, il l'a avoué. Et c'est ça qui a fait dérailler l'émission, en fait. L'argumentaire qu'on vous a donné, je le connais. Il est fait rue des Saints-Pères chez Grasset. Maison d'édition qui a déjà publié Michel Onfray, dont il est parti. Au passage, qui est l'âme damnée de la rue des Saints-Pères aux éditions Grasset? Qui a publié Yann Moix. Mais qui a été amené par qui? Bernard-Henri Lévy. C'est l'un à ça, le directoire d'Arte et le conseil de surveillance du Monde sont le triangle de sa puissance médiatique, auquel s'ajoute sa fortune personnelle et son entregent. Et là, on voit la mécanique de réseau, parce que Moix, il est là pour ça. Quand on connaît le CV réel de Yann Moix, quelle chance avait-il de terminer là? Quelle chance avait-il aussi d'avoir le Renaudot? Ça, je ne me permettrai pas, le personnage, j'ai une telle distance vis-à-vis du personnage que je n'ai jamais lu autre chose que des articles de Yann Moix et ça me tombe des mains. Donc je n'ai jamais lu son espèce de pavé, paraît que la police nationale en a pris un certain nombre pour remplacer des annuaires défaillants pour des interrogatoires dans les arrière-salles, mais je n'ai jamais lu. Donc ça, je ne me permettrai pas. Ça me tombe des mains. Ces articles me tombent des mains. Alors, je crois qu'il a fait un truc qui s'appelle 1000 pages, justement. C'est pour ça qu'il a eu le Renaudot. Un truc un peu comme ça. Non. Non. La vie est trop courte. Mais la vie est trop courte et Yann Moix trop long. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on va assister
au duel d'un homme avec un système médiatique. Parce que là, ils veulent vraiment le tuer. Bon. Le problème, c'est ils sont arrivés à faire fermer son musée du goût argentin. Est-ce qu'ils arriveront à liquider l'université populaire? Très difficile à dire. Mais je pense que c'est un mec qui baissera pas son froc, parce que c'est déjà trop tard déjà pour qu'il le fasse. Et justement, plus ils vont essayer de le tuer, plus il va persister, non? à titre personnel, ça c'est tout à fait possible. Ensuite, dans la sphère médiatique qui est la nôtre, c'est très dangereux. Zemmour n'a jamais reculé d'un iota, on a réduit son temps d'antenne. Pourquoi? Parce que c'est pas Yann Moix qui a les pouvoirs de le faire, Yann Moix n'est rien. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Ruquier. Parce que Ruquier s'est bien comporté. Et comme toutes les informations qui nous viennent sur lui, je pense que c'est un brave gars. Naïf, mais honnête. Je pense, peut-être pas naïf, mais en tout cas qui a pris au fil des années, qui a vu prendre son émission un rôle pour lequel il n'était pas préparé, de toute évidence. Je sais pas si vous l'avez entendu également, je crois que c'était pendant l'invitation soit de Onfray, soit de Lejeune, et il a dit que le pouvoir n'était plus en France et qu'il était à Bruxelles. Oui. Ce qui prouve qu'il a quand même certaines connaissances sur le sujet. Ça prouve surtout que c'est un homme honnête. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Parce qu'il sait que si lui le dit, il y a au minimum 3 millions de personnes qui vont l'entendre. Et sur ces 3 millions, il risque d'en avoir 200 000 à 300 000 qui vont le comprendre. Et sur ces 300 000, peut-être 50 000 ou 60 000 qui vont en tirer les conséquences en termes de vote et autres. Donc, non, je pense que c'est un brave mec. Mais il y avait des petits signes avant-coureurs. Vous savez d'où il est, Ruquier? Il est du Havre. Oui, il est d'une famille très très modeste. Et un jour, il y avait eu un film, vous savez, sur au Festival de Cannes, ce temple de la putasserie. Il y avait un film sur le Havre. Qui était un truc dégueu, tu vois, c'est-à-dire le safari chez les ploucs, quoi. Ne donnez pas à manger aux animaux, quoi. Il était sorti en hurlant. Il a dit, moi le Havre, j'en viens. Genre, c'est vraiment pas un mauvais bourg. Et je pense que en plus, il a su que ces deux chroniqueurs, parce que le niveau de ces chroniqueurs a baissé d'année en année. Il n'a jamais réussi à retrouver la forme qu'il avait avec Nolo et Zemmour. Premièrement, c'était Zemmour-Onfray, ça aurait pu être pas mal. Peut-être à la rigueur même un mec comme Bouvet, mais il n'aurait pas accepté. Et Zemmour a accepté, mais pas lui. Mais en tout cas, pas ça, quoi. Pas la fille de Mania sorosite libanais, parce que Léa Salamé, c'est ça. C'est pas elle qui est intéressante, c'est papa. Quant à Yann Moix, c'est pas lui qui est intéressant, c'est les casseroles qu'il a. Et qui permettent à Bernard Lévy d'en faire à peu près ce qu'il veut. Ce que je comprends, parce que vu ce que c'est, si c'était rendu public totalement, c'est une mort sociale modèle grand luxe, et la dragouille chez les soirées jeunes auteurs chez Grasset, c'est terminé. Et est-ce qu'il prend pas le risque, en s'exposant dans cette émission C'est pas une émission en direct, ouais. Ce sera coupé. Ouais. Elle est enregistrée, je crois, le jeudi après-midi. Donc, mais je pense qu'Onfray est au courant, tout le monde est au courant de toute façon. Et un jour, ça sortira. Et d'ailleurs, ça me ferait bien marrer que quelqu'un essaye. Parce que, ce qui veut dire au passage que l'Empire BHL, dont on va reparler sur un point, dans le cas Sapir, ça commence à se vider. Fin de la parenthèse. Politiquement, c'est le retour de la gauche du non. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec M. Guénolé. Très étonnamment. Non, mais il a fait un article honnête, ce qui, pour moi, était en dehors des capacités du personnage. Il a fait un article honnête, propre. Il mérite d'être remercié pour ça. Moi-même, je me pose des questions sur ce que je suis en train de dire. Il a fait un article de non-condamnation morale, ce qui est le minimum, mais c'est déjà ça. Contrairement à monsieur Éric Fassin, je crois, sociologue d'État bourdieusien, dans la sociologie, voilà, le bourdieusisme agressif, ouais, c'est comme la myopathie combattante. Mais pas confondre avec Fassin de la 7ème compagnie, hein.
Quoique, qui lui a écrit un article extraordinaire sur Onfray en disant que Onfray avait pactisé avec l'ancien, le traître là qui était passé chez Sarko, Besson, avait pactisé chez Besson, chez Tadei face à la si sympathique Ouria Boutedja. Oui, oui, oui. Mais de Onfray ou de Boutedja, qui est payé par l'État? C'est une question comme ça. Mais donc si vous voulez, là c'est l'avant-garde chien de garde qui s'attaque à Onfray, là maintenant, et ça a été dans les grandes largeurs. Hein. Ça a été dans les grandes largeurs maintenant. Parce qu'on ne veut pas d'une gauche du non décomplexée. On voudrait de la gauche du non, mais qui soit encore rattachée à la gauche. Or le problème, c'est que la pensée de la gauche du non existe pour elle-même. Et d'ailleurs, c'est ça que Mélenchon refuse d'admettre. Alors qu'il y a des gens chez lui, je vous en ai déjà parlé, qui l'admettent très bien. Ce qui, moi, fait que ce n'est pas parce que je n'aime pas Mélenchon que je vais ressusciter un clivage gauche-droite pour atteindre Mélenchon. C'est contre-productif au possible. Moi, ce que je demande à Mélenchon, c'est de mettre les points sur les i et les barreauter. Il y arrive petit à petit. Quand il refuse d'être en face de Dupont-Aignan, écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, pour l'avoir, sans être très loin d'être un intime, pour l'avoir rencontré une fois ou deux, il ferait pas de mal à une belette, Dupont-Aignan. Mais vraiment, c'est tout sauf un méchant garçon. Donc de dire que le fascisme commence à Dupont-Aignan, faut que Méluche prenne ses gouttes, là. Hein? Et sa lettre à Chevènement? Sa lettre à Chevènement est nulle. Sa lettre à Chevènement est juste nulle. C'est que il assume que sa base soit passée dans la souveraineté, que d'autres existent dans la souveraineté, mais il n'a pas encore compris que la souveraineté est un combat d'union. Il me fait penser à ces gens qui courent aujourd'hui alors qu'ils nous ont toujours combattus et qui nous haïssent, qui passent en gros bataillon dans certains partis souverainistes, alors qu'ils viennent de l'UMP, des centristes ou d'autres, et qui arrivent en nous disant on va faire l'union des droites. Ouais. Et il y aura des cons pour les écouter en plus. Parce que ça, je sais où ça se termine, ça. Ça va terminer à la Gianfranco Fini. Ça va terminer à 3%, puis ensuite disparition. Or, Mélenchon, il aimerait fédérer la gauche du non. Oui. Et le populisme, c'est interclassiste. Le parti gaulliste était interclassiste. Entre 20 et 30% des ouvriers votaient pour De Gaulle. Quand on est réellement interclassiste, on sait que gauche-droite, c'est du flanc. C'est tout. Nous en reparlerons à la sortie du Arnaud Imat. D'ailleurs, on fera peut-être un interview avec Arnaud, parce que c'est même le plus grand historien des idées politiques. En zone francophone, il fait partie du top 5 quand même. Donc si vous voulez, on est à la renaissance d'une pensée souverainiste de gauche qui prend acte de la fin du chevènementisme. Mélenchon pourrait jouer cette carte parce qu'il a une base sociale. Il ne le fait pas parce qu'il est englué dans la gauche. Et que malheureusement, il est mal conseillé. Son jeune conseiller, là, qui malheureusement est décédé pendant l'été, un homme de 40 ans. Lui, c'était tout ce qu'on m'a dit, on avait des connaissances communes, un jeune homme intelligent qui lui aurait compris ça, comme d'autres gens dont je vous ai déjà parlé ont compris ça. Mais a priori, ce n'est pas le cas de M. Corbière, qui lui comprend pas grand-chose, a priori. Il comprend pas grand-chose au film. Mais ça viendra. Et ce qui est très intéressant, c'est le texte de Facina, qui a fait partir l'affaire Sapir et cette affaire du nom de gauche. Qui est Facina ? Stefano Facina, ancien vice-ministre des Finances italien, qui est du parti de l'actuel Premier ministre, donc parti classé sans trembler du menton à gauche. Ha ha ha. Et ce texte, qui est disponible qui a été traduit par nos amis du comité Valmy, auquel il faut rendre hommage,
et qui est disponible sur le site de Jacques Sapir, dit quoi? C'est un constat extraordinairement juste. Comme le dit très bien un jeune homme qui va jouer, je l'espère, pour l'Italie, le rôle de penseur d'une génération que son maître, Constante Preve, n'a pas pu, qui était un grand génie, n'a pas pu incarner, Diego Fusaro. Comme l'écrivait Diego Fusaro, l'euro c'est un mode de gestion. C'est ça que les mongoloïdes n'ont toujours pas compris. C'est pas faute de leur expliquer. Hein. L'euro n'est pas qu'une monnaie. L'euro, c'est 3 choses. C'est d'abord l'instrument du fédéralisme et de la fin des nations. Le jour où vous comprendrez ça, vous ferez un grand pas en avant, ailleurs que dans le vide. Seule chose sur laquelle vous avancez pour la plupart. 2, c'est une monnaie qui est la marque de la germanité. Et 3, c'est un goulot d'étranglement pour les classes sociales dominées. C'est la marque de la finance. L'euro est le concentré du pire de notre époque. La fin des nations, la domination germanique et la marque de la grande finance anglo-saxonne. Fusaro a tout dit là-dessus. Un jeune homme particulièrement brillant, croyez-moi. Or, on a le texte de Fassima prouve quoi? Prouve une chose que tout historien sait, que l'Italie a toujours 20 ans d'avance en termes de pensée politique sur nous. C'est depuis le 19e. Hein. Ça va pas. La seule chose, c'est que l'Italie pense des phénomènes politiques et n'arrive pas à les vivre. Eux, ils ont pensé le non-conformisme, et nous, on a eu le gaullisme. Eux, ils n'ont pas eu l'équivalent du gaullisme. Mais voilà. Et c'est à Fassina qu'on doit cette expression de front. Vous savez qu'à un moment, on en voulait à Sapir de vouloir faire des fronts de libération nationale. L'expression est de Fassina. Et Sapir la reprend à raison. Parce que Sapir est le seul qui pouvait la reprendre. Regardez qui est Jacques Sapir. C'est un homme qui est en train de changer complètement de paradigme. Il a fait le club de la presse d'Europe 1 qui est réservé aux politiques, pas aux intellos, dans laquelle d'ailleurs il leur a fait fermer, il faut dire, défier intellectuellement Jacques Sapir. Les mecs d'Europe 1 se sont un tout petit peu surestimés, ils devraient continuer à inviter Morano. Mais on a des discussions entre intellectuels qu'on peut. Hein. Le grand souci, c'est il n'y avait que lui pour lancer cet appel. Parce que pour connaître très très bien de qui je parle, pas Jacques Sapir, je ne me permettrai pas, mais son public, il est arrivé, je ne me rappelle plus là par contre, quel théoricien de la partitocratie disait il faut être équidistant du parti d'en haut et du parti d'en bas. Ça je ne me rappelle plus si c'était Michels ou qui que ce soit, ou Pareto, je ne me rappelle plus du tout. Ou alors si c'est un truc trouvé chez Trotsky, je ne me rappelle plus. C'est-à-dire qu'il faut être équidistant pour avoir une vraie influence. Sapir, il est équidistant, il a une vraie influence. Donc il n'y avait que lui, parce que c'est une personnalité aujourd'hui centrale du débat politique français. Parce que Sapir parle, tout le monde écoute. Enfin, tout ce qui a un cerveau écoute. Les autres parlent. Mais il ne signifie plus rien. À tel point qu'à force de duel, même Daniel Cohen s'est mis à penser à force de lire Jacques Sapir. Pourtant, il revient de loin. Mais, si vous voulez, cette affaire-là est symptomatique. Nous vivrons, elle est les prémices de ce que nous pouvons vivre de mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura certainement une paix des braves. Circonscrite à la liquidation de l'euro et de l'UE. Circonscrite. Il y a à peu près que ça. Tout le reste, on peut discuter. Et de toute façon, c'est simple. Tant que l'euro et l'UE ne sont pas mortes, discuter d'autre chose est inutile. Parce que nous n'existons plus. Comme je vous l'ai déjà dit, s'engueuler dans un pays sans souveraineté, c'est du théâtre. C'est de la mélanchonite.
Parlons maintenant du deuxième gros sujet d'actualité de ce mois de septembre, la crise des migrants, ou en tout cas ce que les médias appellent les migrants, avec un comportement, un volte-face de l'Allemagne qui, dans un premier temps, lance un appel d'air en expliquant qu'elle va en accueillir 800 000, invitant les autres pays à faire de même sous peine de sanctions pour les récalcitrants au quota, et ensuite ferme brutalement sa frontière avec l'Autriche. Comment comprendre? Je vous laisse dérouler. Comment comprendre? Alors déjà, pour bien comprendre, il faut de bonnes sources d'information. C'est le dernier rupture. Rien n'a été écrit de plus juste sur la crise des migrants. Donc, moi je renouvelle, parce que la réinformation, c'est pas beaucoup d'intelligence, mais beaucoup de travail. Vous allez sur Rupture, vous le commandez, et vous comprendrez. Maintenant, je vais vous en donner la vision que j'en ai. L'Allemagne a voulu faire oublier, et là au passage, il y en a un ou deux que je vais shooter au passage, parce qu'ils le méritent. L'Allemagne a voulu faire oublier qu'elle a crucifié le peuple grec, et qu'elle continue à le faire. Et que demain, ce sera l'Espagne, l'Italie, et bien sûr, la France qui est l'objectif des Boches. Varoufakis vous l'a dit, et de toute façon, c'est un fait, notre destruction est leur but. D'ailleurs, et nous y reviendrons dans notre prochain entretien, parce que j'aurais fait commander et commenter cet ouvrage, de plus en plus d'ouvrages par les intellectuels proches du pouvoir sortent sur affirmons notre domination. Où ils reprennent, vous savez, ces trucs de l'Empire carolingien qui plaisent tant à la nouvelle droite. Vous savez, nous sommes le centre de l'Empire carolingien, nous devons dominer et écraser les Untermensch. C'est pas dit comme ça, c'est dit avec un petit peu d'Habermas, saupoudré, tout va bien. Vous savez, on n'échappe pas à ce qu'on est et ils échappent pas à ce qu'ils sont. Alors pourquoi relever les frontières d'un coup, mon cher? Pour une raison. L'Allemagne veut des immigrés, oui, mais corvéables. Donc, elle veut que les autres pays, particulièrement les pays de l'Est, et donc la Hongrie, appliquent des critères de sélection et fassent la sélection à sa place. Elle veut 800 000 aptes, et tout le reste, c'est les autres qui vont les garder. Et comme elle relève ses frontières, elle peut voir si, parce que Schengen donne, il y a une obligation, Schengen renforce certaines obligations de contrôle du territoire, aux frontières dites de l'UE. Plus rien à l'intérieur, mais les frontières extérieures de l'UE sont légèrement renforcées, à peine par rapport à l'obligation de droit international d'un État. Un État doit garder ses frontières. C'est pas seulement un droit, c'est une obligation, la frontière, au droit international. Vous n'avez pas le droit de laisser des hordes aller de votre pays à un autre et de leur ouvrir la porte en disant « L'Autriche est par là ». Vous n'avez pas le droit. Mais l'Allemagne joue à ça comme ça. Est-ce que vous avez bien fait mon module de sélection à vos frais? Vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller? Alors oui, il y a le groupe, alors là, j'ai peur d'écorcher leur nom, je crois que c'est le groupe de Volgograd, je crois. Donc de ces 4 pays, Pologne, Hongrie, etc., qui commencent un petit peu à résister. Mais le but de la mère Merkel était à la fois et triple. Sélectionner les immigrés à pas cher, faire adopter le plan de relocalisation de M. Juncker. M. Juncker qui a dit quoi sur les immigrés au fait? Que c'était un capital à bien gérer. La formation commerciale se sent. Hein. Merci, cher ami. Ça me rappelle cette tribune parue en France, Vive les immigrés, qui était de M. Gattaz, l'homme sans cou. Où glissera-t-on la corde? Fort dommage. Il est comme Raffarin, c'est un des seuls bossus dont il ne porte pas bonheur de lui toucher la bosse. Au passage, chef du MEDEF peut-être, mais héritier d'eux, fils d'eux. Jamais rien créé de sa vie, Gattaz. Il n'a même pas créé, il s'est même pas créé quelque chose pour avoir l'air plus humain, parce qu'il a une tête collée, machin. Un Playmobil, et les épaules, tout de suite la tête, une horreur. Mais ce qui est bien, c'est que les masques sont tombés à ce niveau-là. On les fait venir pour ces raisons de cynisme pur, et aussi pour une raison qui n'est pas assez dite.
ces peuples sont vidés de certains de leur pays, comme les Érythréens et d'autres, d'accord? Donc, quand on va aller prendre certaines matières premières, il y aura moins de monde pour nous en empêcher, s'ils sont là. Bah ouais. Et puis il y a une autre chose. Généralement, on hâte l'émigration de peuples qui n'ont pas de tradition d'opposition violente à la domination. Par exemple, pas de tradition syndicale, pas de tradition sociale. Et ça, c'est mortel pour le pouvoir syndical et ouvrier européen. Enfin, des différents États européens. Je ferme la parenthèse. Donc, plan 1, on fait faire la sélection par d'autres. Plan 2, on impose le plan Juncker. Plan 3, qui verra son dénouement pendant la plénière du Parlement européen. La mère Merkel va se pointer avec Flamby au Parlement européen. Ça se passe jeudi prochain, la date de cet entretien. Donc cet entretien est enregistré mon cher Christopher, le 3. Donc le jeudi qui suit, vont se pointer le jeudi ou le mercredi, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le jeudi. Non, c'est le mercredi qui suit. La Reichschancelière vient avec Is Not Good, hein, le vizir qui prendra jamais la place de la Valkyrie, pour plaider l'accueil des migrants. Et au passage, parce qu'il faut... Rappelez-vous, comment l'Union européenne avance? Théorie des petits pas, théorie de l'engrenage, par Jean Monnet. C'est-à-dire, on se sert des circonstances et par en dessous et par derrière, on attaque. Ok? Eh ben, je vous l'annonce en mille, ils vont profiter des trucs des migrants pour annoncer un renforcement de l'euro. Parce que, pour bien accueillir, il faut une bonne discipline budgétaire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la théorie de l'engrenage. Et ça, c'est pas en faisant du centrisme mou que vous allez arrêter ça. Voilà. Ou alors, certains partis qui sont aujourd'hui très hauts vont redescendre très bas. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier point à comprendre sur la crise des migrants actuelle. On a déjà fait tout le reste, mon cher. Il faut juste maintenant tirer des leçons. Vu qu'on a déjà parlé des ONG américaines, on a déjà parlé de la manière dont la route des Balkans a été. Miracle. Vidée de ces mafias, mis à part la mafia albanaise, qui gère d'ailleurs le trafic de migrants, qui parfois le délèguent aux Roms, qui leur font les poches, et qui leur prostituent leurs filles. Une horreur sans nom. Mais bon. Par contre, il y a un comportement sur lequel j'aimerais que nous revenions. Parce que tout le reste, je pense que pour l'Allemagne, on a fait le tour. Mais sur les migrants, il y a un acteur qu'il faut comprendre. Parce que je lis énormément de conneries dessus, de mon propre camp, et ça m'embête. La pensée française nécessite ce qu'il y a de mieux. C'est le point du Vatican. On va revenir, à mon avis, sur l'œuvre doctrinale qu'est en train de faire le pape François, et sur son œuvre diplomatique. Parce que, par exemple, le rapprochement des États-Unis avec Cuba lui doit beaucoup. Pourquoi? Parce que Raúl Castro voulait aller vers les États-Unis pour éviter que le régime cubain s'effondre de manière violente. Et que les États-Unis soient sans pitié. Donc là, ça va se passer avec douceur. Parenthèse fermée. Sur le cas des migrants, tout le monde me dit, oui, le pape est mondialiste. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. La pensée chrétienne, depuis le concile, mais même avant, est folle malade de concepts chrétiens sortis de la matrice chrétienne pour être mis en politique, et qui sont, comme le disait Chesterton, des idées chrétiennes devenues folles. Les démocrates chrétiens, c'est ça? Oui, entre autres. Ça donne les démocrates chrétiens. Entre autres, tout à fait. La Lie de la Terre. Messieurs Lamy, enfin, Monsieur Delors. Personne n'a fait autant de mal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que ces gens-là. Personne. Ces gens ont détruit des continents entiers. La crise de la dette en Afrique, c'est eux. Enfin bon,
Il y a un très bon ouvrage qui sera peut-être traduit un jour sur leur rôle dans l'émergence du néolibéralisme. Ces inspecteurs des finances de gauche, chrétiens de gauche. La vraie saloperie. Or, le grand problème, c'est que les idées chrétiennes, une fois que vous les sortez du rôle que l'Église leur a donné, et je dis vraiment pas ça pour donner des leçons, tout le monde sait que moi je suis pas parti dans l'affaire. Mais je parle uniquement à titre d'historien des idées. Il y a deux grandes idées chrétiennes qui sont, à mon avis, aujourd'hui, objectivement mondialistes. Je n'entre pas dans la problématique du concile. Le concile a fait énormément de mal, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une question bonus d'un prochain entretien, ou dans une autre question d'un prochain entretien, ce serait trop long. Mais il y a deux problèmes de la pensée chrétienne pour nous Français. La perte du sens de la subsidiarité et la perte du sens du proximus. Le proximus, c'est le prochain. Tu aideras ton prochain. Or, le prochain, avant tout, c'est celui qui est proche. C'est votre frère, votre ami, votre cousin, votre national. On peut aussi l'entendre de manière mondialiste. De préférer le loin, de faire en sorte que le lointain devienne le prochain, ce qui permet de se désintéresser du prochain. Méfiez-vous de ces philosophes qui aiment plus les Tatars qu'ils n'aiment leurs voisins, disait Rousseau. Déjà, il faudra, pour les jeunes intellectuels chrétiens, il faudra une clarification sur ce point-là. Il faudra aussi une clarification sur la subsidiarité. Soit, la subsidiarité, c'est chaque problème doit être traité au bon échelon. Soit, il y a un échelon de base qu'on définit, ce qui était le cas de Pierre Boutan, qui est par exemple la nation, rien au-dessus de la nation. L'humanité, c'est une dignité morale. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet politique. Déjà, c'est une dignité morale, entendue avec de gros guillemets. Pour les Grecs, c'était un échelon de pensée, l'humanité. C'est-à-dire, le sage, le philosophe peut penser par des universaux. Donc c'est réservé à une élite, si vous voulez. Mais comme l'humanité n'est pas un sujet, il faut un sujet de base pour tous les problèmes qui soient humainement définissables et qui soient à taille humaine. Moi, je vois la nation, comme le voyait Boutan. D'ailleurs, j'emprunte ça à Boutan. C'est un grand génie, Pierre Boutan. Un immense génie. Soit on le voit comme l'Église actuelle le voit particulièrement depuis le Concile, c'est-à-dire tous les trucs sur le gouvernement mondial, toutes ces conneries, etc. Or, je rappelle que l'Église, et là encore, je ne donne pas de leçon, mais ce cosmopolitisme qu'on pourrait appeler le jacatalisme est un péché. Je ne dis pas de survendre des jeans à une jambe. Je dis que le mondialisme est péché dans un sens. Quelles sont les deux figures du cosmopolitisme mondialiste dans la Bible? Il y en a deux, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une qui est facile à trouver, qui d'ailleurs est la base de l'architecture du Parlement européen, qui est Babel. Mais il y en a une autre, la putain de Babylone. Or, le mondialisme est un affront à Dieu, pour un vrai chrétien. Ce que je dis là est validé par des théologiens. Moi, je ne me permettrai pas, je n'ai pas de billes. Et je rappelle que le monde chrétien est un monde de nations. Luc énumère les nations. Pas les États-nations, il n'y a pas d'État à l'époque. Et ils sont tous, de toute façon, sous domination romaine. Mais il énumère les nations. Les nations qui sont, je vous rappelle la phrase de Jean-Paul II à l'UNESCO, je crois en 89, à vérifier, les institutrices du monde. Solzhenitsyn disait que les nations étaient... que la diversité des nations était le véritable plan de Dieu. Bon, je retire Solzhenitsyn, qui n'est pas une autorité, mais qui est quand même un homme écouté, en tout cas du monde orthodoxe, qui était un homme écouté pour ses plaies et pour son œuvre. Mais Jean-Paul II dans Mémoire et Identité, vous voyez ce que je veux dire, dans cet ouvrage cardinal pour comprendre ce que pourrait être le christianisme, Mémoire et Identité, qui est le meilleur Jean-Paul II. Vous voyez ce que je veux dire?
le grand problème, c'est c'est que le pape François ne peut pas changer la doctrine sur ce point-là. Il s'attaque à la cause mère, et ça nous reviendrons, quand nous parlerons de Laudato Si, nous reviendrons sur son œuvre pure, il s'attaque au capitalisme mondialisé. Alors après on me dit, oui, mais pourquoi il nous dit de les accueillir? Il ne dit pas de les accueillir déjà, pas aussi froidement que ça, et d'une. Et de deux, sur le marché mondial du religieux, pardonnez-moi de vous dire que les pays pauvres sont plus intéressants que les pays riches. Quand le pape François est venu au Conseil de l'Europe, il a demandé à l'Europe où est ta vigueur. Lui, il veut pas. C'est pas Ratzinger. Ratzinger, il croyait qu'on allait rechristianiser l'Europe. Oui. Avec lui en tête de gondole, c'est sûr que vous savez, mentir en se surpassant quand on n'est pas capable de faire. Volkswagen. Voilà. Vous voyez le problème, c'est que le pape François parle, premièrement, est un chef d'État. Deuxièmement, il doit parler à 1 milliard de croyants et il doit aller vite dans des pays d'où viennent ces populations d'immigrants. Il doit leur parler surtout à eux parce que c'est là où vont se jouer les affrontements religieux de l'avenir, à la fois avec les évangélistes et les pentecôtistes, mais surtout avec l'islam, qui peut arriver à 30% des croyants d'ici 2050, soit juste, et donc coller très près du christianisme. Donc le pape François est obligé, d'un côté, de faire ça. Et nous, quand je dis nous, les chrétiens, on a l'impression, les chrétiens européens, on a l'impression, en entendant le pape François, qu'il nous parle sans arrêt, alors qu'en réalité, il s'adresse à 1 milliard de personnes. Bah évidemment. Et surtout, François, et moi je l'attendais, parce que les papes européens, ça devenait obscène. Ça devenait obscène. Jean-Paul II à la rigueur, mais alors, bon, Ratzinger, il était là pour pas être longtemps, hein. C'était un pape de transition, de toute façon, plus, bon, c'est une catastrophe, si on le regarde bien. Alors il y a les petits mecs qui ont adoré le discours de Ratisbonne, parce que, ah ouais, c'est bien parce que il en fout une dans la gueule des musulmans, oui, bon, ok. C'était même pas fait pour ça, en plus, le discours de Ratisbonne. C'est un discours très intellectualisé, très éthéré. Mais, voilà. Le pape François, lui, il a décentré le regard de l'Église sur le monde, parce que c'est un homme d'État émergent. Il est argentin. C'est tout. Et il y aura un pape noir un jour. Eh oui. Faut que certains se le disent. Bon. Il faut garder le sens de la mesure, c'est-à-dire qui nous parle et pourquoi. Ça évitera, et je conclurai là-dessus sur le dossier des migrants, ça évitera les réactions débiles du camp national. Entre des odes à ma petite sœur allemande attaquée par un migrant, pourtant d'un copain à moi, je dis, j'aime beaucoup, mais là, c'est drôle, le petit enfant grec est mort de faim parce que l'Allemagne l'a demandé, et il y en a eu des milliers, hein. Ou le petit enfant grec qui n'est pas né parce que la mortalité, ou qui est mort-né parce que la mortalité infantile a augmenté de 47%. Lui, le petit frère de personne, tout le monde s'en fout. Ou pire encore, de faire venir une semi-trisomique teutonne de cheftaine de Pédiga. Mais alors, mais franchement, alors que Merkel, les 18-24 ans allemands, la plébiscite pour ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire les migrants et frapper les Grecs. Ok? Et ça, vous y pouvez rien. Vous y pouvez rien. Alors vous pouvez vous rassurer en faisant venir une sous-débile germanique en disant voilà, c'est le quota allemand. On en a trouvé une de bien. De bien. Comment? De bien, c'est vite dit. Bah, de toute façon, ils trouveront jamais que ça. Donc, non mais, c'est... Franchement, les mecs, franchement, vous vous faites du mal, là. Vous vous faites du mal. Parce que l'Europe, si vous voulez, c'est horrible à dire, mais écoutez un peu l'économie du développement. Vous n'avez pas... Parce que
pouvez me dire, oui, mais lui, c'est un patriote français souverainiste, je l'écoute pas, moi je veux la grande Europe, machin, truc, connerie. Peut-être, mais respectez au moins un minimum d'idées générales et acceptées. C'est-à-dire qu'il n'y a d'émulation entre pays il n'y a de développement que parce qu'il y a émulation entre pays. Donc vous voulez faire une espèce de grand truc avec des frontières pour comme l'Europe ne s'est faite sur rien, la faire contre les migrants et à la botte de l'Allemagne, ce qui est délirant. Ce qui est délirant. Délirant. La seule chose que vous allez faire, c'est accentuer ce qui est déjà en train d'avoir lieu. Premièrement, comme les pays ne se sentent dans une sorte de gros poulpe qu'est l'Union européenne, il n'y a plus d'émulation scientifique, parce que l'émulation scientifique qui a fait le développement des pays dits européens et occidentaux et des pays comme le Japon, c'est quoi? C'est la peur de la guerre. Si vis pacem parabellum, c'est comme ça qu'on fait du développement. Et ouais. L'Amérique aujourd'hui a 3% de PIB en recherche, en R&D, parce que c'est avant tout la partie auxiliaire de son budget de la défense. Et ouais, les vrais États qui vivent réellement, ils existent comme ça. Vous voulez faire comme les cités grecques quand elles ont acté leur déclin. Elles se sont fédérées et Alexandre le Grand les a bouffées. Voilà, fin de l'histoire. Eh bien, ça se passera de la même manière. Non mais franchement, tout ça, je sais que dans les rangs nationaux français, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se saigner les 80 pour éviter d'avoir à bosser, mais là, quand même, ça commence à aller loin. Franchement. Juste pour conclure sur cette question, j'imagine que vous avez adoré, au point sans doute de la faire encadrer chez vous, la une du Point avec Angela Merkel, avec cette inscription « Si seulement elle était française ». Alors, c'est de la part j'en veux pas à François-Olivier Gisbert, parce qu'il a le profil de Brasillac. Brasillac, il est normal que son œuvre n'ait jamais été censurée, c'est une belle œuvre. D'ailleurs, sous le général de Gaulle, on trouvait du Brasillac en collection poche, je sais pas si c'était Gallimard à l'époque, mais de grandes maisons. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, pas du tout par antifascisme, ils viennent de rééditer Rebattet, qui ont quand même bien pire, mais par manque de facilité commerciale, si vous voulez, d'intérêt commercial. Mais Brasillac, c'est quoi? C'est un faible. Un pauvre type qui fantasme en plus sur la violence des autres. Vous savez, comme c'est la collaboration en France, hein, c'est une histoire de raté. François-Olivier Gisbert, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous voulez, les scorpions piquent, les cochons grognent, les centristes trahissent, François-Olivier Gisbert s'aplatit. Tout ça est dans l'ordre des choses. Parlons maintenant de l'affaire Morano, qui a débuté également à la grand-messe, avec ses propos sur la France, qui est un pays de race blanche, et qui a provoqué un scandale politique et médiatique. Je pense aussi à une chose, pardon. Je reviens juste 20 secondes sur notre dernier sujet. Ceux qui veulent avoir une vraie vision de la crise des migrants et de l'espace Schengen, et particulièrement d'un point de vue chrétien intelligent, le dernier Mondévi est super là-dessus. Et je vous le dis sincèrement, et j'y reviens, si vous vous informez pas tout seul, à terme il n'y aura plus de réinformateurs. Donc franchement, Mondévi, les frontières c'est la paix, avec en plus un 3 pages d'Hervé Juvin de toute beauté. Pardonnez-moi mon cher. Affaire Morano. L'affaire Morano. Alors, j'ai toujours détesté l'œuvre de René Raymond. Sur la pluralité des droits, vous savez, bonapartisme, orléane et légitimiste. Finalement, dans la décomposition, peut-être qu'il y a une variété de la droite avec un grand D. On a eu la droite molle avec le nain, on a la droite mont du crâne et avec Juppé, on a la droite YouPorn avec Vauquier,
On a la droite mateuse avec Balkany, et bien maintenant on a la droite trisomique avec Morano. La Castafiore de l'UMP a encore frappé. Alors, il y a 3 choses dans cette affaire. Et la troisième étant la plus intéressante, la politique, on ne conclura pas. Il y a premièrement la phrase. C'est une phrase totalement anodine. Le professeur Bled, qui est un grand monsieur et qui a voulu... c'est un Chiracien, un Bled, à la base. Hein, qui a voulu protéger la mémoire du général. Pourquoi ? En disant que les entretiens imperfites n'étaient peut-être pas une source fiable. Parce que personne en doctrine, et ça je peux en parler, c'est chez moi, personne en doctrine n'a jamais dit ça. Voyons. Le général de Gaulle ne tremblait pas devant le Maurras pour une raison. Alors l'autre crétin l'a fait retirer de la Constitution. Le race pour les Français n'a pas du tout ce sens-là. Et chez De Gaulle n'a pas du tout ce sens-là. De Gaulle est un essentialiste. Et là, n'hurlez pas devant le mot essentialiste. Hein, je rappelle qu'il y a un penseur qui a eu quand même une petite postérité qui était un essentialiste. Il s'appelait Platon. Il écrivait pas dans le point, j'entends bien, mais bon, quand même. C'est la phrase du général, les choses sont ce qu'elles sont. C'est un constat de dire ce que le général de Gaulle dit. Et d'ailleurs, quand on l'a dit en entier, elle est d'autant plus anodine. Il dit que c'est très bien que la France soit universelle, mais qu'il faut garder les traits du peuple français, culturels et personnels. Et alors, vous allez me dire que... Alors ensuite, certains se sont crus bons de dire « Oui, c'est pour ça qu'il a laissé tomber l'Algérie française. Vu l'hérédité idéologique de certaines personnes, à leur place, 2 tons en dessous, ça aurait pas été pire. Mais, pour une raison. Oui, le général de Gaulle... Alors, c'est la thèse de Stora qui dit « Ah oui, de Gaulle a laissé tomber l'Algérie parce qu'il était raciste. » Pas du tout. Pas du tout. Quand de Gaulle est en poste au Liban, il dit à la jeunesse libanaise, quand il est, lui, attaché militaire, qu'il est reçu dans les organes d'enseignement, il leur dit, vous verrez le Liban indépendant, vous devez vous y préparer. Pourquoi ? Parce que De Gaulle est un homme qui aimait la diversité du monde. Voilà. Alors vous pouvez appeler ça ethno-différentialisme si vous voulez. Pourquoi ? C'est juste aimer l'autre parce qu'il est autre et s'aimer soi pour ce qu'on a à aimer de nous. Pas s'aimer soi, pas s'aimer soi comme Copé s'aime, quoi. Qu'aime Copé à travers lui-même, ça c'est une grande question. Ben, si vous voulez, parce que si on ne s'aime pas un minimum, qu'allons-nous donner au monde ? Ce qu'on offre de mieux au monde, comme disait Claudel, c'est soi. C'est tout. Et le général, si vous voulez, sincèrement, la seule chose, c'est que vous jugez une parole de De Gaulle à partir du langage politique châtré de 2015. Alors De Gaulle était un homme qui ne s'interdisait ni de parler, ni de penser. Ne vous en déplaise. Or, et le général, c'est la grande leçon de Gaulle. De Gaulle est un westphalien pour les États et pour les peuples. Si vous voulez, c'est simple. En sciences sociales, le gaullisme a été très bien compris par un homme qui d'ailleurs a toujours défendu le général. Contre Raymond Aron particulièrement, qui était Claude Lévi-Strauss. L'immense Claude Lévi-Strauss. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que les hommes, pour s'admirer, pour se parler, ont besoin de distance. C'est insupportable, hein, ces gens qui viennent vous parler sous le nez. Juste là. Généralement, d'ailleurs, c'est que ça va mal tourner. Ouais, vrai ou faux ? Mais pour les peuples, c'est pareil. Voilà. Et De Gaulle, c'était un homme qui ne voulait pas qu'on mixe comme des marrons dans une purée, je cite, les peuples.
C'est tout. Alors pourquoi, à propos de Morano, vous dites que la Castafiore a encore frappé, alors qu'au final, elle n'a pas vraiment frappé? Parce que on ne va pas, sauf si on veut le buzz, et si, soit on va pour se faire Yann Moix, et donc on essaye de prendre un peu de muscle intellectuellement, soit on est la Castafiore, parce qu'elle en avait balancé d'autres avant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Alors, mais franchement, ouais. Le mur de la connerie, Mac 3. Bon, le seul problème, soit on a un argumentaire bien fait pour arriver à un but politique. Exemple, sur ce dossier-là, pour moi, monsieur, je n'ai pas envie que la France devienne une nation d'orphelins. Je n'ai pas envie que la France vienne de gens qui arrivent de partout et que la France devienne un hôtel, comme dirait l'autre là, le spécialiste des fringues, Attali. Il faut, si vous voulez, soit vous venez avec un argumentaire précis et vous dites, écoutez, pourquoi vous faites du biopolitique, vous? Monsieur Moix, vous détestez le nazisme. Bon, le nazisme prétendait utiliser politiquement la race. Vous, avec le métissage comme programme politique, vous faites exactement la même chose. Le fait politique n'est pas un fait politisable, quel que soit l'angle où on le fait. On ne fait pas de... Si vous voulez, ou alors, dans un cas comme dans l'autre, le fait de race nécessitant sélection, comme il existe des races de chiens, eh bien alors vous allez enrégimenter les gens. Soit pour les forcer à rester dans une pureté que vous aurez décrétée, soit à se métisser parce que le métis devient la nouvelle race supérieure. Eh bien moi je ne supporte pas. Parce que les gens qui pensaient ça ont voulu liquider ma famille entre autres. Moi je ne supporte pas les gens qui politisent la biologie. C'est un fait dangereux. Donc soit vous venez avec un discours, et c'est pour ça. Ça s'entend ça comme discours, non? Je ne veux pas. Le nazisme inversé reste du nazisme, monsieur. D'accord? Vous avez les mêmes présupposés. Je ne veux pas de votre programme politique pour le bien de mon pays. Comme dit, regardez, Éric Zemmour. Éric Zemmour, là, magnifiquement dit, monsieur Attali, les Français sont là depuis 1000 ans, ils demandent à être encore là 1000 ans. Point. Soit vous venez avec ça, soit vous venez pour faire du buzz. Et donc vous êtes prêt à raconter n'importe quelle connerie du moment que t'as vu ma gueule à la télé. D'où Castafiore. D'où Castafiore. Voilà. Je suis désolé. Ensuite, elle joue son jeu. Elle pense qu'elle peut être un élément de jonction dans cette union des droites dont je vous parlais, qu'elle peut être un élément de jonction. Pourquoi? Et c'est ça le point le plus intéressant. Le troisième point qui est le point politique. Parce que, au-delà de la phrase, et au-delà de la personne de Morano, qui sont les deux premiers points de cette affaire, le vrai point est politique. Est-ce que vous vous rappelez du geste qu'a fait Élie Hollande? C'était ça, hein. Ça résume bien l'UMP d'aujourd'hui. Ça résume bien l'UMP d'aujourd'hui, parce que les cadres de l'UMP, ils vont en effet par là, vers Macron. Et les électeurs de l'UMP, ils vont par là, vers Le Pen. Ben, à un moment, ça va clasher. Morano, elle se positionne dans cette optique-là. Pas du tout vis-à-vis de Sarko, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, il sera contraint de la flinguer, lui, il veut les cadres. Pour verrouiller la primaire. Et puis surtout, Sarko, c'est ses idées profondes. Est-ce qu'elle y croit? J'en sais rien. Je n'accorde aucun crédit, aucune confiance à ces gens-là. Sarkozy, justement, l'a laissé tomber. Oui, c'est normal. Il a tous ses cadres contre lui. Et de toute façon, les adhérents, comme... on va être très clair, les adhérents de l'UMP, ils font quoi aujourd'hui? Ils se barrent. Vous avez vu, c'est sorti dans la presse. Hein. Ils n'arrivent plus à taire l'hémorragie. Ils se barrent. Certains cadres locaux passent dans d'autres partis, qui devraient d'ailleurs peut-être être un peu plus méfiants. Mais voilà.
Voilà. Parce qu'à un moment, à l'UMP, le changement, ça va vraiment être maintenant. Parce qu'à un moment, ça va... Voilà. Parlons-en justement de l'UMP, des différents courants qui traversent... Alors, les différents courants... Pas de l'UMP, des républicains, pardon. Ouais. Écrivez-le comme vous voulez. Oui, mais moi j'ai un mal fou à les appeler. Je suis désolé. Je dois faire la faute. À chaque entretien, je fais la faute. Je suis désolé. J'y peux rien. Mais pour moi, si vous voulez, PMU, quoi, Parti Maastrichtien Unifié. Si vous voulez, le UMP, ça leur allait vachement bien. Ça leur allait vachement bien parce que ça n'avait pas de sens. D'ailleurs, un adhérent sur l'UMP sur deux pensait que c'était Union. Au début, ça devait être Union pour un mouvement populaire. Après, ça a été Union pour la majorité présidentielle. Et après, personne n'avait l'idée de ce que ça voulait dire. Le problème, c'est que républicain, bon. Mis à part de voir tout de suite, d'ailleurs, ça se voit dans le code couleur du parti, où est-ce que ça a été pris. Directement à la maison mère. Républicain américain, c'est pas grave. Bon, au moins, il nous reste les jeux de mots, même avec ce nom-là. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Voilà. Comment je vais dire ça là. On a un vrai... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de courant d'idées, l'UMP. Il y a des courants de personnes. Alors, il y a un courant souverainiste qui est incarné donc, par M. Poisson, je crois, qui était récemment en Syrie. Un homme donc courageux, un homme bien, de toute évidence. Et derrière lui, il a un homme que j'ai toujours trouvé être un homme saint, pour lequel j'ai toujours eu énormément de considération, qui est Xavier Lemoyne, le maire de Montfermeil. Et si vous imaginez pas avoir de la considération pour un homme comme ça, demandez-vous si vous aimeriez être maire de Montfermeil. Une fois, j'avais fait venir, j'ai demandé ça à la salle, levez la main ceux qui veulent son écharpe. On peut pas dire qu'ils sont entretués. Donc si vous voulez, mis à part ce courant-là, bon, vous avez les libéraux, les cathos-libéraux traîtres menés par M. Mariton. M. Mariton qui a été secoué assez lourdement lors, je sais plus, vous savez, ces rencontres chrétiennes où il y avait... Mariton qui n'est même pas catho. Il a été porte-parole autour des jeunesses chrétiennes, là où s'est pointé Marion Maréchal Le Pen. Il s'est fait lourdement secouer à cause de l'antilibéralisme du pape François. Vous avez Mariton chez les cathos-libéraux, bon, pèse pas grand-chose. Vous avez l'anti-France, qui est l'euro-fédéraliste à quatre pattes devant les boches, qui est M. Le Maire. Vous avez le courant de la droite populaire qui est fait de gens assez solides autour de M. Mariani, mais qui semblent ne pas vouloir prendre part à la primaire, qui eux sont des gens assez sains, doctrinalement sains, en tout cas, après on peut aimer ou pas les personnes, mais doctrinalement sains. Vous avez vraiment la lie de la terre qui est le centrisme UMP. Alors là, bon, vous en avez, ils sont interchangeables. Monsieur Bertrand, la caricature ultime qui est NKM, Daïko Susco-Morizet, Madame Pécresse. Et de l'autre côté, vous avez donc les Sarko-boys, enfin vous avez Sarko et ce qui lui reste d'équipe, ce qui est à dire pas grand-chose. Le favori qui est Monducrane, Juppé, donc qui lui est vraiment le retour du chiracisme, quoi, une horreur. Mais, c'est un chiracisme mêlé de haine pure de la France, mais surtout du peuple français, pour ne jamais avoir cru en lui. Lui, il nous déteste, il veut se venger. Sarkozy veut se venger des autres de ses potes, qu'il méprise. Juppé veut se venger du peuple. Le Maire, lui, veut nous détruire, mais lui, c'est intellectualisé. C'est le seul qui est intelligent de la bande. Il a une intelligence perverse, mais c'est vraiment l'anti-France. Alors, il arguera que c'est lui qui a écrit le discours de Villepin à l'ONU, ce qui est vrai. Parce que ça lui avait été commandé. Et que lui, c'est une sorte de giscardien. C'est-à-dire un mec qui est plus un agent allemand qu'un agent américain. Mais vous inquiétez pas, c'est la même chose, au final.
Donc voilà, moi c'est les courants que je vois. Copé pour l'instant est haute pour quelques années encore. Euh, je vois pas qui d'autre a un courant sérieux. Je vois pas qui d'autre, mais si vous voulez, c'est rien quoi. Fillon. Ah oui, pardonnez-moi, j'avais oublié le butoir de porte. Le j'aurais dû l'ouvrir plus fort. Qui d'ailleurs, je crois, proposait, s'il était élu, 5 référendums. Il s'est engagé à mettre en place 5 référendums. Ah ouais, sur quoi? Je me souviens plus des sujets, mais il m'avait semblé à leur lecture que c'était vraiment des sujets secondaires. Ça m'étonne pas du personnage. Fillon, c'est rien. Fillon, c'est rien. Sarkozy a fait une erreur avec Fillon. Fillon est un paillasson. Toute sa vie en témoigne. Par contre, c'est un paillasson auquel il faut lui dire merci quand vous essuyez les pieds dessus. Si vous oubliez le merci, vous mord. Ce qu'il a fait à Chirac, en trahissant Chirac voulait l'utiliser contre Sarko. Et puis à un moment, pour une broutille de manque de respect, comme un ziva de banlieue, respect. Il est passé chez Sarko pour se venger de Chirac. Et ensuite, Sarko l'a traité comme Sarko traite les gens. Et l'autre n'a pas supporté. Alors que Fillon, c'est rien. Ensuite, il y a un homme qui m'inquiète. Qui m'inquiète parce que quand il parle, on a envie d'y croire. Et quand on sait qui il est, c'est pire. C'est pas le pire. Le pire, c'est le maire. Un patriote conséquent. Entre Valls et le maire, moi je vote pour Valls. Je le dis tout de suite. Tout de suite. C'est vraiment. C'est l'anti-France, le maire. Ensuite. Il y a un homme qui est étonnant. Parce qu'il a fait un sans faute en étant interrogé sur la Syrie. Qui est. De Villepin. Où est Dominique de Villepin? Très difficile à dire. Et y a-t-il quelque chose de sérieux chez Dominique de Villepin? Tout le monde se pose la question.